Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Prenons la mer en compagnie des Vikings. En 1807, alors que Napoléon Ier règne en France, Joseph-François Goffo, professeur de poésie latino-britanné français, publie un ouvrage intitulé « Époque principale de l'histoire » pour servir de précis explicatif au tableau chronométrique indiquant l'origine, les progrès, la durée et la chute des empires, ce qui a dû plaire sans doute à Napoléon. Nous y apprenons qu'en l'an 982, le Groenland fut découvert par Éric le Rouge et ceux qui l'avaient suivi d'Islande. En l'an 1003, le Vinland ou Vindeland, partie la plus méridionale de l'Amérique septentrionale que le Groenland, fut découvert par un des fils d'Éric le Rouge, le Vinland, le Labrador actuel. Voilà bien longtemps que nous savons que les Scandinaves se sont rendus en Amérique. Allez, suivons-les. Ainsi débute la saga. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Précision de vocabulaire dès le début de cette émission. Que signifie ce mot viking ? Ah, effectivement. Que signifie ce mot viking avec une minuscule, puisque c'est l'habitude qu'on a prise. Le viking, c'est un individu qui pratique un certain type d'activité et qui n'est pas nécessairement originaire de Scandinavie. Donc c'est vrai qu'on fait cette association très courante entre anciens Scandinaves et vikings. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le viking, en gros, c'est celui qui prend la mer. Donc il y a cette idée de monter sur un bateau qui prend la mer pour aller s'enrichir, faire fortune. Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être sous forme de pillage. Ça peut être aussi des échanges commerciaux. Ça peut être aussi de la colonisation, aller s'installer ailleurs. Donc le viking, c'est celui qui pratique ce type d'activité, qui va naviguer pour faire fortune. Voilà, c'est un métier. Nous sommes vikings comme nous sommes explorateurs, commerçants, d'où la minuscule à viking. Juste Lucie Malbos, cela veut dire que tous les Scandinaves ne sont pas vikings, parce qu'il y a des gens qui font d'autres métiers. Est-ce que tous les vikings sont scandinaves ? Effectivement, ça fonctionne dans les deux sens. Donc tous les Scandinaves n'étaient pas des vikings et tous les vikings ne sont pas nécessairement des Scandinaves. Alors c'est vrai qu'à l'origine, la plupart des vikings sont originaires de Scandinavie, mais au fur et à mesure que le processus se déploie et que les raids se multiplient, on voit les bandes grossir et puis des aventuriers de tous bords ont pu venir grossir un petit peu les rangs. Des pirates originaires du monde anglo-saxon ou pourquoi pas du monde franc aussi. Eh bien, continuons cette précision de vocabulaire. Stéphane Covio, bonjour. Les Vikings naviguent sur des dracars. Vous me corrigez, s'il vous plaît ? J'ai eu un début d'attaque cardiaque. Effectivement, le mot dracar n'existe pas. On ne sait pas trop d'où il vient. Il est né au 19e siècle. Alors, si on veut vraiment être bienveillant, on peut lui trouver une origine qui serait le mot norrois drekki, qui veut dire le dragon. Alors, par métonymie, ce serait le bateau. Mais en réalité, les Vikings n'ont jamais appelé leur bateau dracar. Ils les ont appelés en fonction de l'aspect qu'ils avaient. Langship, bateau long, le bateau de guerre, ou knarr, le cargo, et puis il y avait des plus petits bateaux, on leur donne le nom de snekkja, un petit bateau de guerre, et puis encore des petites barques pour des opérations de type commercial, hors d'un contexte hauturier, on va dire. Mais le mot dracar, non, il faut vraiment y renoncer. Et cette notion de dragon, en fait, c'est quoi ? C'est la proue, parce que c'est vrai que nous avons cette représentation de ces navires avec une proue, le devant du bateau exceptionnel. Oui, c'est probablement ça. Et puis il y a peut-être aussi l'impact de la poésie skaldique, et la poésie des Vikings, si vous voulez, et qui adore nommer les choses indirectement par métonymie. Alors vous voyez, le bateau, ça peut être le dragon de la mer, et dans ces cas-là, on peut arriver à cette confusion. Alors on va laisser le mot dracar aux fabricants de parfums. Voilà, c'est très bien et ça suffira. C'est parfait. Bien écoutez, nous sommes avec ces hommes, pourquoi pas ces femmes aussi, prêtes à partir. À l'abri de la haute proue sculptée d'un dracar, solide bateau aux lignes racées, les Vikings s'apprêtent à partir. Le guerrier viking quitte sans regret sa maisonnette de rondins au portail sculpté. Il s'embarque pour la guerre. Le paysage familier de son village natal a-t-il changé au cours des siècles ? Peu importe, il le traverse sans un regard. Pirates, envahisseurs, pilleurs, les Vikings manquaient d'espace vital. Histoire connue.
et les conquêtes commencent. Les dracars à fond plat prennent la haute mer. Drakkar signifie dragon. Les Vikings aimaient allier le somptueux à l'horrible. Ainsi inspiraient-ils à la fois la terreur et le respect. C'est une sorte de cocktail d'idées reçues. Oui, mais c'est Pierre Neurice, homme de cinéma dans l'émission 1000 ans de tradition viking en Norvège, qui s'exprimait en 1954. Donc, il parlait des dracars. Très bien, nous avons bien compris. Mettons les dracars de côté. Mais dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous prenons la mer avec ces Scandinaves. Et une explication, c'est bien connu, nous disait Pierre Neurice, c'est qu'il y avait un manque d'espace vital. C'est pour ça qu'ils devaient partir. Lucie Malbos. Non, alors ça aussi, on va oublier le manque d'espace vital. La Scandinavie est vaste. Alors, il est vrai qu'elle est vaste, mais que la portion de terre vraiment cultivable et exploitable est plus restreinte. Mais c'est une explication ancienne qu'on a écartée à présent. On envisage d'autres facteurs qui expliquent le départ de ces hommes. Des facteurs qui sont complexes, qui sont multiples, qui se combinent, à la fois internes au monde scandinave, notamment des évolutions sociales, politiques dans l'organisation des pouvoirs, et puis des facteurs également externes au monde scandinave, notamment la faiblesse du monde occidental à partir du milieu du IXe siècle. Vous êtes l'auteur, Lucie Malbos, d'Harald à la dent bleue, viking, roi chrétien, publié chez Passé Composé. Si nous prenons ce cas de Harald à la dent bleue, nous ne sommes pas face à un navigateur. Non, on n'est pas face à un navigateur. Enfin, non, si, un petit peu. Dans ses jeunes années, il semblerait qu'il se soit adonné à quelques activités de viking, probablement du côté de l'Angleterre. Mais c'est la partie de la vie de Harald qu'on connaît très peu, qui n'intéresse pas vraiment les auteurs. Et Harald est resté plus comme étant le roi bâtisseur du Danemark, constructeur d'un royaume, constructeur aussi de forteresses et de différents projets, comme son grand site à Yelling. Mais c'est pas forcément le premier nom qui vient quand on veut évoquer un explorateur ou un navigateur viking. Voilà, c'est ça, c'est important de savoir d'où partent ces explorateurs et ces navigateurs. Ils partent d'un territoire qui est construit intellectuellement, imaginé, politique. Nous avons souvent cette idée que ces hommes de Scandinavie n'ont qu'une envie, c'est de partir. Mais non, c'est pas du tout ça. Non, effectivement, ils partent donc de territoires bien définis. Ils partent également d'un monde qui est un monde terrestre, un monde foncier. On l'oublie très souvent. Viking égale mer, mais pour prendre la mer, il faut des bateaux et donc il faut du bois pour construire les bateaux, donc des forêts. Il faut de la laine pour pouvoir tisser la voile, donc de la laine qu'on va tondre sur le dos des moutons qui pâturent dans les prés. Donc le fondement aussi de ces sociétés scandinaves est foncier, est terrien. Et ça, on l'oublie très souvent. Stéphane Covio, à quel moment certains prennent la mer? Si nous prenons le cas d'Éric le Rouge, qui lui est associé à l'idée d'explorateur, pourquoi quitte-t-il ce monde avec des moutons et un peu de bois, mais quand même un territoire construit où il aurait pu peut-être s'épanouir? C'est une des grandes questions et des plus difficiles qui soient. En fait, alors il y a plusieurs explications que les sources donnent et qu'on peut combiner plus ou moins. Il y en a une qui est devenue assez fréquente dans les textes tardifs, les sagas du XIIIe siècle. C'est l'idée que ces hommes, ceux qui partent, sont plus ou moins des parias. C'est-à-dire, alors, par exemple, ceux qui partent en Islande vers 870 auraient été chassés de Norvège par la tyrannie du roi Harald à la belle chevelure, dont on ne sait pas exactement, enfin il existait, mais quand exactement et qu'a-t-il fait, on n'en sait vraiment pas grand-chose. Et puis Éric le Rouge, lui, c'est un homme qui est originaire de Norvège, qui est parti de Norvège avec son père parce qu'il avait commis des meurtres. Il s'est installé en Islande, à 3 endroits différents, il y a eu à nouveau des meurtres et il est parti. Alors il y a peut-être effectivement des gens qui partent, non pas parce qu'ils sont expulsés, mais parce que leur capital d'honneur est un peu, on va dire, limité, diminué par leurs actions. Alors, il y a ça, et il y a aussi, alors, la quête de terre, non pas, Lucie l'a très bien dit, parce qu'il en manquerait, mais parce qu'il y a sans doute des hommes qui font à un moment de leur vie un pari. Ils ont des terres, peut-être pas en suffisance, et peut-être que dans une terre dont on vient de découvrir l'existence et qui paraît comme un pays de cocagne, ils vont pouvoir trouver mieux. Et puis il y a aussi la possibilité, très probable pour le Groenland par exemple, que l'on cherche des ressources qu'on va pouvoir intégrer dans les circuits du commerce. Notamment l'ivoire de Morse, dont on sait qu'il a été
le morse était chassé en Islande. On pense même que, en l'espace de quelques générations, les colonies de morse de l'Islande occidentale ont été décimées, à Reykjavik par exemple, alors qu'au Groenland, il y avait des quantités beaucoup plus appréciables. Oui, cette histoire n'est pas une histoire qui se limite à une volonté de pillage. À vous écouter, Stéphane Covio, nous voyons que c'est une économie beaucoup plus vaste, une économie européenne. Aller chercher de l'ivoire, c'est pour commercer. Quels sont les échanges ? Alors, ce sont des échanges qui portent sur des produits très peu volumineux, mais des produits de luxe. Alors, il y a l'ivoire de morse, qui est vraiment un produit essentiel, à l'époque où on n'utilise pas l'ivoire d'éléphant en Europe occidentale. Les Scandinaves ne l'utilisent pas eux-mêmes, ils le vendent et on le voit arriver dans l'Empire franc, par exemple. Il y a également les fourrures, que l'on peut trouver grâce au commerce que l'on fait avec les populations qui vivent tout au nord de la Scandinavie, qu'on n'appelle absolument pas les Lapons, hein, les Sams. Il y a également l'ambre dans la mer Baltique alors évidemment aussi le bois pour la Norvège par exemple. Quand nous parlons des Vikings, toujours cette idée de pillage arrive, mais ici c'est le commerce qui prime. Lucie Malbos, ce commerce est un commerce qui nécessite des navires, il y a des navires efficaces. Cette histoire de ce monde scandinave est une histoire de communication, de déplacement. Nous réfléchissons aujourd'hui à ces Vikings qui prennent la mer, c'est ça, c'est avant tout pour le commerce. Oui, c'est avant tout pour le commerce et c'est effectivement par voie maritime. C'est aussi la situation de la Scandinavie qui explique cela. On le disait tout à l'heure, hein, les terres utiles sont quand même assez limitées et en général sont en situation côtière, littorale. Donc on est très près de la mer et très souvent c'est beaucoup plus facile finalement de franchir la mer que de traverser les forêts, les monts enneigés intérieurs. Donc spontanément, on circule par voie de mer. Le Danemark est même l'exemple le plus flagrant, puisque le Danemark, c'est une péninsule, mais c'est aussi un archipel. Hein, et donc, on circule d'île en île par bateau. Donc, à partir du moment où les bateaux sont là, il est possible de se déplacer d'une île à l'autre. Et puis, pourquoi pas aller un petit peu plus loin et remonter les fleuves ? Parce qu'il y a de ça, si on croise un monastère, faire peur, peut-être plus que piller, d'ailleurs, ce qui est toujours intéressant. Et pourquoi pas aller encore plus loin, mais au cœur de cette histoire, ils sont là. Ce ne sont pas des dracars, non, ce sont des bateaux. Au fond, les Vikings pouvaient établir essentiellement sur des moyens, n'est-ce pas, de communication, de déplacement autrement rapides et intéressants que les terriens qui étaient en quelque sorte les Francs du IXe siècle. Par exemple, eh bien, c'est le bateau. Les Vikings se déplacent, n'est-ce pas, par bateau, tandis que les autres, n'est-ce pas, les Francs, se déplacent par terre ou bien par une cavalerie qui est relativement... Par bateau, voire même dans les fleuves, c'est ce qui est important. Oui, ils n'étaient pas plus vaillants guerriers que les autres, ils n'étaient pas plus astucieux stratèges que les autres. En général, dans les batailles livrées, ils sont fort souvent, dans les batailles rangées, je veux dire, ils sont fort souvent battus, ils descendent à toute vitesse, ils font une incursion avant qu'on ait eu le temps de réagir, ils sont repartis, leur bateau se manipule à la voile, à la rame, ils se transportent à dos d'homme, ils se roulent sur rondin, on en fait ce qu'on veut, il apparaît, il disparaît, en 30 secondes, ils ont l'arme absolue. La supériorité technique des Vikings provient du bateau, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est Régis Boyer, professeur à la Sorbonne, spécialiste des études scandinaves. Et je vois tout de suite le respect dans vos yeux, dans l'historiographie. Il y a des personnes importantes. Là, c'est dans l'émission Les Dossiers de l'écran, en 1972, quand la télévision française invitait des universitaires pour parler de sujets précis. Les Vikings et les bateaux. Ces bateaux, qu'ont-ils de si efficaces qui permettent aux Vikings d'aller si loin ? Alors là, ils sont remarquablement construits, avec une technique qui est somme toute assez simple. Le bateau est construit, les bordages sont assemblés à clin, c'est-à-dire qu'ils sont superposés les uns sur les autres et attachés ensemble par des rivets de fer, ce qui est une structure assez souple. Ça permet aussi de construire des bateaux dont le tirant d'eau est extrêmement faible, ce qui permet, notamment pour les bateaux de guerre, ce qui permet de remonter les fleuves, comme l'explique dans votre audio le Régis Boyer, effectivement. Mais s'il faut chercher un secret à l'arme absolue, puisque c'est la formule qui est utilisée, c'est la voile, alors on discute, savoir quand la voile a été introduite dans la navigation nordique, vers le 7e siècle.
grosso modo. Lucie Malbos acquiesce. Elle acquiesce parce qu'il y a des débats et je crois qu'on est plutôt sur le 7e siècle. Ça permet d'aller vite et ça permet aussi de limiter l'équipage. Il reste des rameurs bien sûr, mais ils ne sont que pour les manœuvres ultimes. Le bateau peut donc transporter davantage par exemple de combattants ou quand c'est un cargo de marchandises et ça fait effectivement du bateau un instrument extrêmement efficace. C'est pratique dès qu'il y a de la voile et des rames, parce que sur un fleuve, les rames c'est pratique, mais dites-moi si je prends quelques amis, vous me donnez un de ces magnifiques bateaux et vous me mettez en mer, alors sur un fleuve encore, ça peut aller, le long des côtes, ça peut aller. Mais alors comment se repérer, parce que ça c'est extrêmement dur en pleine mer. Lucie Malbos, les Vikings disposent-ils de techniques que les autres n'ont pas? Vous avez tout dit, le long des côtes. Sur les fleuves comme en pleine mer en fait. L'une des clés, c'est que l'essentiel de la navigation se fait par cabotage. Tant qu'on peut garder la terre en vue, on la garde en vue. C'est un point de repère. C'est aussi un point où on peut s'arrêter pour passer la nuit. C'est plus confortable que passer la nuit en pleine mer. Et alors il y a des moments où effectivement il faut se lancer et il n'y a plus de terre en vue. On va naviguer. Alors on va naviguer avec différents outils. J'ai envie de dire plus qu'instruments parce que non, les Vikings ne disposent pas d'instruments. Pas de boussole, pas de sextant, pas de compas, pas non plus semblerait-il de soi-disant pierre de soleil, qui est une question qui a été très débattue aussi, mais à laquelle on renonce de plus en plus. Alors ils naviguent comment ? Eh bien en se fiant aux étoiles la nuit, l'étoile polaire notamment, à la position du soleil le jour, en se fiant aussi au vol d'oiseaux, aux baleines, à tout ce qui peut émerger, aux îles, aux amers, et à toute cette tradition qui se transmet de marin en marin, de génération en génération. On se signale les routes réputées fiables ou au contraire les routes à éviter parce qu'elles sont dangereuses. Et c'est cette expérience qui contribue aussi. Et le dernier facteur, on va probablement en reparler, qui contribue à ces navigations et à ces découvertes, c'est le hasard, la chance. Ah ça c'est important, C'est très beau comme facteur parce que historiens, historiennes s'appuient sur des sources, des documents, mais le hasard est rarement présent dans les sources alors que c'est important. Si nous reprenons le cas d'Éric Le Rouge. Éric Le Rouge, nous avons un personnage extraordinaire, Stéphane Covio. Peut-on décrire son parcours? Parce qu'il est bien connu, donc il part de Norvège. Alors il part de Norvège avec son père. L'un et l'autre se sont rendus coupables, je le disais tout à l'heure, de meurtre. Voilà, donc ils ont dû, non pas forcément être jugés, mais partir parce que leur capital d'honneur était atteint. Et il s'est installé tout d'abord avec son père dans l'extrême nord de l'Islande, dans ce qu'on appelle les Hornstrandir. Il n'y a plus personne qui habite là depuis 50 ans. C'est une terre vraiment, vraiment très hostile. Suite à quoi, donc probablement parce que la terre est très hostile et que c'est un tarvenu en Islande. Il arrive probablement 100 ans après les premiers colons. Il n'y a plus beaucoup de terre à prendre sans doute. Il descend un peu vers le sud, donc il arrive dans l'ouest de l'Islande, du côté de ce qu'on appelle le Breiðafjörður, le fjord de large, où il a une terre qu'il exploite. On a retrouvé sa maison. Elle a été retrouvée à la fin du 19e siècle et puis refouillée à la fin du 20e. Ce qui apparaît, c'est une maison, ce qu'on appelle une skauli, une maison longue, pas très grande, 12,50 mètres de longueur, ce qui ne fait pas lui un personnage extrêmement riche. Et là encore, il se rend coupable d'un certain nombre de meurtres, et pour éviter les logiques de fête, de violence, il décide effectivement, ayant connaissance, grâce à un hasard, comme vient de le dire Lucie, de l'existence d'une terre située plus à l'ouest, où il pourra peut-être refaire sa vie. Et pendant 3 ans, 982-985 vraisemblablement, il explore ce qu'on appelle plus tard l'établissement de l'Est, donc le sud du Groenland. Il envoie les ressources, il revient en Islande, et là il fait une magnifique opération publicitaire. Il dit le pays que j'ai découvert s'appelle le Pays Vert, Groenland, et les sagas disent pour que le plus de gens possible le suivent. Alors a-t-il menti ? Pas totalement, parce que la région qu'il a découverte est la plus verte de tout le Groenland. Ça ressemble pas mal à l'Islande, ce sont des fjords très larges, très verts. Ce n'est pas... alors, il a évidemment pas vu de photo aérienne, il n'a pas vu les Nansis, et il y a des terres à prendre de toute évidence. Oui, c'est sûr que pour donner envie aux gens de venir, il allait pas dire c'est tout sec et tout froid et pas bien. Non, mais c'est vrai, dire le Pays Vert, c'est sublime. Vous bénéficiez, historiens, historiennes de ce monde scandinave, de sources incroyables. Les sources archéologiques. Et c'est fou, Stéphane Covio, quand les sources archéologiques correspondent aux écrits, ce qui est le cas. Il y a
a vraiment énormément à apprendre ici de l'archéologie. Ah oui, oui. Et au Groenland, les archéologues danois ont fait un énorme travail tout au long du XXe siècle. Et effectivement, il y a une concordance à peu près parfaite entre les sagas du XIIIe siècle et ce qu'on a découvert. Les sagas du XIIIe siècle nous expliquent que Éric le Rouge s'est installé dans un fjord auquel il a donné son nom, bien entendu, l'Eiriksfjörður, le fjord d'Éric, dans un lieu précis qui s'appelle Brattahlid, et on a découvert à cet endroit, effectivement, les traces d'une maison longue, pas énorme d'ailleurs, d'une église. Les sagas nous disent que lui, Éric, était païen, mais que son épouse, alors pardon pour son nom, elle s'appelle Þjóðhildur, était chrétienne, ce qui est tout à fait crédible d'ailleurs, et que pour ne pas froisser son mari, elle a décidé de construire une église, mais assez loin de la maison pour qu'il ne l'ait pas sous les yeux. Et on a découvert cette église, on a découvert un cimetière, 155 squelettes, inhumés ou réinhumés, ce qui peut traduire, vous voyez, la volonté d'intégrer a posteriori des gens qui étaient païens à la communauté chrétienne. Les datations ont été faites à partir de ces squelettes et donnent une fourchette chronologique qui correspond exactement à ce que disent les sources. On est vers 985. Un peu plus au nord, dans ce qu'on appelle l'établissement de l'Ouest, on a aussi découvert des restes tout à fait impressionnants, et notamment un site qui est formidable, qu'on appelle dans le jargon des archéologues Gus, ce qui veut dire Gården under sand, la ferme sous le sable, qui se trouve très à l'intérieur des terres, presque au bord de l'Inland 6, et où on a découvert une ferme avec 3 ailes qui date de 1020, et qui prouve que donc ce qui est écrit dans les sagas est exact. Eh bien justement, un extrait des sagas. Répondit, mon avis est de serrer cette terre au plus près. C'est ce qu'ils firent, et ils virent bientôt que ce pays n'avait pas de montagnes et était couvert de forêts avec de petites hauteurs. Wanda Bénez, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lisait cet extrait, la saga des Groenlandais, traduite par Régis Boyer, que nous avons évoqué tout à l'heure, nous l'avons entendu même parler dans l'archive. Lucie Malbaud, avec ces sagas, nous avons une description incroyable de l'ensemble de ces événements, mais nous sommes au XIIIe siècle. Y a-t-il une relecture particulière des événements ? Oui, c'est toute la difficulté et c'est aussi la raison pour laquelle pendant longtemps ces sagas ont été laissées de côté. On les tenait pour des légendes, des récits plus ou moins mythifiés. Et comme effectivement Stéphane l'a bien dit tout à l'heure, c'est vraiment les découvertes archéologiques du XXe siècle qui ont permis de ressortir un petit peu ces sagas du tiroir et de se dire que finalement il y avait peut-être quand même quelque chose à en tirer. La difficulté effectivement, c'est qu'on est 4 siècles après les événements. Donc 4 siècles, ça fait beaucoup quand même. Des générations ont passé et donc on a beaucoup de mal à discerner ce qui relève de la transmission orale et qui effectivement s'est transmis de génération en génération sur plusieurs siècles et qui donc effectivement remonte à l'époque dite viking, donc au Xe siècle, et ce qui inversement a été ajouté, modifié, réécrit par des auteurs qui appartiennent à un contexte très différent. Tout à l'heure on l'a dit, Éric, alors probablement pas sa femme, mais Éric est encore un païen, il est encore ancré dans ce monde scandinave ancien. Lorsque l'auteur de la saga des Groenlandais prend la plume, c'est un auteur chrétien. Il n'y a aucun doute sur la question. Et donc on a une relecture de ce passé viking à la lumière de ce contexte chrétien. C'est un passé païen qui est vu par le prisme de ces auteurs chrétiens. Cette histoire des Scandinaves qui prennent la mer est une histoire de transmission. Lucie Malbaud, s'il y a cette transmission sur des siècles qui conduit à des sagas, transmission orale, seulement orale ? Il y a une écriture ? Alors il y a une écriture, mais qui prend donc la forme de runes, une sorte d'alphabet un petit peu différent du nôtre, mais qui n'est que très peu utilisé, qui est utilisé en fait pour graver quelques inscriptions très courtes dans le bois, dans la pierre. Graver, ça prend du temps, donc on ne grave pas des textes entiers comme on écrirait des textes sur parchemin. Donc on a quelques inscriptions, mais très lapidaires, c'est le cas de le dire, à tous les sens du terme, qui sont très très utiles, qui peuvent être très
précieuses, mais qui souvent évoquent des noms de personnages qu'on ne peut recouper avec rien d'autre par ailleurs, et c'est toute la difficulté. Cependant, au moment de prendre la mer, quand vous nous avez expliqué, Lucie Malbos, que c'est souvent par la connaissance des courants marins, des baleines, des oiseaux, etc., que ces navigateurs arrivaient à s'orienter. Cette connaissance-là se transmet de quelle manière? C'est extrêmement précieux. Il y a un véritable savoir qui est transmis? Oui, il y a un savoir qui est transmis, qui se transmet probablement de façon empirique. On peut imaginer avec des plus jeunes qui montent à bord du bateau avec un navigateur plus âgé, ce qu'on appelle parfois le pilote, et qui va transmettre sa connaissance au cours de la traversée en montrant par où passer, par où ne pas passer, et tout ce savoir qui s'accumule au fil des générations. Oui, cette notion de génération est importante. Transmettre le savoir à ses contemporains, c'est une chose. Le transmettre à ses enfants en est une autre. C'est le cas d'Éric Le Rouge et de ses fils. Eriksson, de la Terre Verte. Le fils du guerrier viking Erik Thorvaldsson, banni de la Norvège et de la Terre de Glace pour meurtre. Lui-même ? Je suppose que lorsqu'on a un père tel qu'Éric le Rouge, on apprend à se battre comme lui. Je m'appelle Leif. Je suis Harald Sigurdsson. On s'est rencontrés hier. Je sais, je me souviens. Fredis m'a dit que tu avais dirigé votre bateau depuis la Terre Verte. On a besoin de bons navigateurs qui savent se battre. Je promets que tu connaîtras la gloire si tu nous suis en Angleterre. La gloire ? Je croyais que tu allais en Angleterre pour te venger. C'est le cas. Mais les vrais Vikings cherchent toujours la gloire. C'est ce qui nous définit. Un extrait de la série Viking. Voilà, là, c'est sur Netflix. Les hommes de la Terre Verte. Freddy, c'est sa sœur, c'est toute la famille qui est là, présente. Stéphane Covio. Éric Le Rouge passe par l'Islande, le Groenland. Ce sont ses enfants qui continuent la route. Qu'est-ce qui motive, là encore, l'idée de partir, d'aller plus loin? Alors, la série Viking, à certains égards, est assez peu historique, mais on va pas lui en faire le grief. Sur ce point est totalement exact. Effectivement, l'exploration du Vinland, c'est une affaire de famille. Les sagas racontent, alors il y a sans doute un modèle qu'on n'arrive pas forcément à identifier, en tout cas moi j'y arrive pas pour l'instant. Éric Le Rouge, qui est un homme assez âgé, tout cela se met en place, projette de partir trouver ce Vinland, alors qui a été découvert par hasard, comme on disait tout à l'heure, mais il est assez âgé, alors il finit par se résoudre à partir, mais sur le chemin qui le mène à son bateau, il tombe de cheval et il considère que c'est un présage. Ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de ses enfants. Et effectivement, ce sont ses enfants qui partent du côté du Vinland. Les sagas ne disent pas exactement la même chose d'ailleurs, puisque la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, qui mobilisent sans doute à peu près le même matériel oral, mettent l'accent sur des personnages différents. C'est soit Leif Erikson, soit un autre personnage qui n'est pas d'ailleurs de la famille d'Éric, qui s'appelle Thorfinn, mais qui épouse une femme que Éric a prise sous son aile, qui s'appelle Gudrid, qui fait l'essentiel du travail. C'est une affaire de famille, c'est une affaire de groupe familial, peut-être plutôt, faut-il dire les choses ainsi, qui cherche, je ne sais pas s'il faut dire la gloire, mais plutôt des moyens économiques probablement pour construire ou renforcer leur prestige au Groenland et peut-être aussi un peu ailleurs. Et puis avec cette nécessité toujours de construire des bateaux. Si c'est pour faire des bateaux, il faut du bois. Au Groenland, je ne connais pas bien, mais il ne doit pas y avoir des forêts magnifiques. Alors vous avez de magnifiques bouleaux nains, mais avec lesquels vous n'allez pas faire de magnifiques bateaux, c'est clair. Alors les bateaux dont dispose Éric sont soit des bateaux qu'il a fait venir d'Islande, enfin il est venu en bateau bien sûr d'Islande. On pense qu'il pouvait y avoir un commerce des bateaux, ça supposait sans doute des moyens financiers très conséquents, des bateaux qui dans ces cas-là venaient de Norvège, où là vous avez toutes les espèces pour faire de magnifiques bateaux. Mais c'est vrai que en Islande et au Groenland, on ne trouve pas le bois de construction. On ne trouve pas le bois de construction, mais le hasard sans doute fait qu'ils sont arrivés. Lucie Malbos, ce qui est toujours très étonnant dans ces histoires, c'est cette redécouverte constante
des Vikings qui sont les premiers arrivés en Amérique. C'est quelque chose que l'on sait depuis tellement longtemps. Ce n'est pas une idée majeure. La différence peut-être avec 1492 et Christophe Colomb, c'est la conscience de découvrir de nouvelles terres. Mais ils ne sont pas du tout dans cette démarche ici d'exploration. Ils sont dans une démarche d'installation à des endroits où la nature peut les aider à aller soit plus loin, soit développer une colonie. Oui, mais le Viking est aussi un explorateur et c'est un point qui a été longtemps débattu, mais on commence à y voir un petit peu plus clair. Il semblerait qu'ils ne se soient pas contentés d'accoster et de monter la tente en quelque sorte et de s'installer. Ils ont installé une colonie, alors probablement du côté de Terre-Neuve, donc effectivement ils ne se sont pas installés très à l'intérieur des terres. Techniquement parlant, ils ne se sont pas installés sur le continent proprement dit, mais il semblerait qu'ils se soient enfoncés quand même un petit peu à l'intérieur des terres par le biais du Saint-Laurent. Quand on est à Terre-Neuve, on est face à l'embouchure donc du Saint-Laurent et ce qui laisse penser cela, c'est des essences, des espèces qu'on a retrouvées sur le site installé à Terre-Neuve, donc notamment des noix de noyer cendré qui ne poussent pas à Terre-Neuve, qui poussent un petit peu plus à l'intérieur des terres, et puis aussi cette question des vignes, on l'a évoqué tout à l'heure, le Vinland, c'est la terre des vignes. Alors la vigne à Terre-Neuve, on a du mal un petit peu à imaginer ça aujourd'hui, mais à l'époque d'Éric, peut-être qu'il n'y avait pas non plus de vignes. Elles viennent peut-être d'un petit peu plus à l'intérieur des terres, justement, dans cette vallée du Saint-Laurent. Donc ils se sont quand même un petit peu aventurés plus loin. Et là aussi, l'archéologie nous apprend beaucoup sur cette installation. À Terre-Neuve, on a retrouvé les sites. Alors effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, pendant très longtemps, on a tenu ces récits de l'autre côté de l'Atlantique pour des légendes, et c'est aussi pour ça que pendant longtemps, on est resté focalisé sur Christophe Colomb. Le tournant, c'est les années 1960, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on a découvert effectivement des traces d'installations qualifiées de scandinaves, puisque le mode de construction des bâtiments rappelle très fortement le mode de construction qui est utilisé en particulier au Groenland et en Islande. Et là aussi, les datations correspondent à peu près, on a des fourchettes assez larges, mais correspondent à l'époque qui est évoquée par les sagas, donc autour de l'an 1000. C'est passionnant, la découverte archéologique qui correspond au texte. Il y a ces éléments caractéristiques d'une civilisation. Nous parlons d'architecture, de l'art, de l'artisanat. Mais qu'en est-il de la religion ? Aux îles Lofoten, dans lesquelles se trouve le fameux gouffre de Maelstrom, inventé par Edgar Poe pour effrayer et attirer les touristes, les génies pétrifiés par une colère d'Odin, le dieu sanguinaire des Vikings, barrent la route aux navigateurs qui errent des heures durant dans les grandes allées de ce jardin d'écueils. C'est dans ces paysages fantastiques que sont nés les dieux effrayants de la mythologie scandinave. Au-dessus du plafond des nuages qui couvrent ces montagnes, est-ce le Valhalla, avec ses héros morts qui continuent éternellement de se battre, tandis que les Valkyries versent l'hydromel et cicatrisent leurs blessures? Est-ce à l'un de ces rochers que Wotan, dieu du feu, enchaîna sa fille Brunhild pour que Sigurd vienne la délivrer? Thor, l'assommeur, dieu de la guerre et fils d'Odin, erre-t-il dans ce corridor infernal à la recherche de sacrifices humains? Le vent chuchote-t-il simplement la plainte de Milos, le poète lituanien? Dans les mers boréales, à la radiodiffusion française en 1948, l'acteur Michel Vitold évoque cette mythologie scandinave au moment où Éric le Rouge et ses enfants se déplacent. C'est vrai que nous parlons beaucoup de ces traces archéologiques, alors qu'il s'agisse de navires, de constructions, de bâtiments. Y a-t-il une diffusion d'une culture qui transparaît Alors dans les sagas, nous l'avons dit, elles sont écrites tardivement, donc bien sûr il y a une relecture chrétienne, mais alors l'archéologie nous montre quelque chose de particulier ? Sur la question spécifique de la religion, c'est assez difficile de dire exactement qui est qui, si on est païen ou chrétien. Ce qui est clair, c'est que l'époque dont nous parlons depuis tout à l'heure est celle de la mutation qui conduit à la conversion des sociétés scandinaves. Conversion, c'est-à-dire en fait le fait que le christianisme devienne la loi de tous. Les hommes dont on parle sont peut-être pour partie des chrétiens, pour partie des païens. J'ai évoqué tout à l'heure le couple Eric Thjosild. L'un est païen, l'autre
est chrétienne. Ça peut paraître curieux, mais on a de nombreux exemples de cette mixité qui rappelle d'autres. Clovis Clotilde, ça rappelle des choses. Ça rappelle peut-être que le rôle des femmes pour l'Église, c'est de diffuser le christianisme. Enfin, c'est assez classique. Pour ce qui est de la culture à proprement parler, si on laisse du côté de la culture chrétienne, non, ce qu'on voit, c'est surtout un des exemples de culture matérielle. Ce qu'a dit Lucie tout à l'heure, par exemple, à Lens aux Meadows, à Terre-Neuve, on voit des bâtiments qui sont construits comme on construit des bâtiments en Islande, au Groenland. C'est-à-dire, on prend du gazon, des mottes de gazon, on les empile, on met une structure de bois à l'intérieur. Il y a évidemment pas de fenêtre et on vit à l'intérieur. La petite différence, c'est que ce ne sont pas des exploitations agricoles. Lens aux Meadows, ce sont plutôt des lieux pour hiverner, pour explorer le Vinland qui se trouve effectivement, comme l'a dit Lucie, probablement au fond du golfe de Saint-Laurent. Avant de repartir vers le Groenland avec les noix, le vin, le bois, tout ce dont on a besoin par là-bas. Quelle relation conservent ces explorateurs, ces colons, ceux qui sont partis s'installer au loin, avec le lieu d'où ils sont partis? Lucie Malbos, Harald à la dent bleue, viking, roi chrétien, publié chez Passé Composé. Harald, lui, il est en train de construire là son royaume, et c'est quelque chose qui est passionnant avec la christianisation. Sait-il ce qu'il se passe au loin? Alors effectivement, vous le rappelez, on est exactement sur la même chronologie. Tout à l'heure, on disait que donc la découverte du Groenland se situait en gros dans les années 980, 982, 985. Ça correspond aux toutes dernières années du règne de Harald à la dent bleue chez les Danois. Donc on est sur une période qui est assez proche. Donc Harald est resté comme étant le roi qui a converti les Danois au christianisme. Donc on est effectivement dans cette période de transition religieuse qui prend un certain temps. Alors est-ce que Harald a conscience de ce qui se passe outre-Atlantique? Difficile à dire. En tout cas, les sources, les textes ne permettent pas de trancher. Je pense que sur les dernières années, Harald a déjà fort à faire avec les révoltes à l'intérieur de son royaume et avec le premier des révoltés qui est son fils, son propre fils. Donc je ne suis pas sûre qu'il se préoccupe beaucoup de Éric le Rouge et les siens, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des contacts qui se poursuivent entre ces différents espaces, entre toutes ces régions que désormais on a un petit peu pris l'habitude d'appeler la diaspora viking, donc pour regrouper tous ces espaces de l'Atlantique Nord et du monde occidental. On l'a dit tout à l'heure, il y a des échanges, notamment des échanges économiques qui se poursuivent pour la simple et bonne raison qu'une partie de ces territoires, notamment le Groenland, sont des territoires où les ressources restent assez limitées. Il y a effectivement de l'ivoire de morse, mais très rapidement le bois vient à manquer, le blé aussi, et donc il faut poursuivre les échanges avec le reste de la Scandinavie ou avec le reste du monde occidental. Le Groenland, l'Islande ne sont pas coupés du reste de ce monde occidental, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les tentatives outre-Atlantique n'ont pas perduré. Ça reste quand même très très loin. Lucie Malbos, vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Poitiers. Vous êtes l'auteur d'un monde viking, portrait d'hommes et de femmes de l'ancienne Scandinavie, à paraître chez Talandier. Hommes et femmes, c'est important parce que cette histoire-là, nous l'entendons notamment avec Éric et son épouse, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a énormément de personnes. C'est l'ensemble de la population qui est concernée. Et d'Harald à la dent bleue, Éric le Rouge, nous imaginons très bien qu'il était peut-être roux. Et là, nous comprenons Éric le Rouge, ça peut aller. Juste, précisez-nous, Harald à la dent bleue. On a encore une heure. Harald à la dent bleue. Le mystère reste entier. Alors peut-être une dent peinte ou une dent gâtée, ou peut-être tout simplement pas de dent du tout et une mauvaise compréhension d'un terme norrois. En tout cas, Harald à la dent bleue n'a jamais été appelé ainsi de son vivant. Là encore, c'est une reconstruction plus tardive et le terme n'apparaît qu'à partir du XIIe siècle, donc 2-3 siècles après la mort de Harald. Oui, parce que dans cette histoire-là, nous avons énormément de réinventions, on peut le dire, sans cesse. Les Vikings font rêver. C'est ce qui nous intéresse avec Éric le Rouge, notamment, qui va jusqu'au Groenland, ses enfants jusqu'au Vinland, mais disons-le, le Labrador, le nord de l'Amérique. À quel moment, Stéphane Covio, cette histoire s'arrête-t-elle ? Alors ça, c'est une grande question. L'histoire de l'établissement viking du côté de Lens aux Meadows s'arrête très vite. L'archéologie le montre parce que sur le site de Lens aux Meadows, les dépôts
sont très peu nombreuses, qui laissent entendre qu'il y a eu une utilisation très brève. On n'a pas trouvé non plus de tombes, donc on a dû partir assez vite. Les spécialistes disent une génération peut-être. Et une génération probablement vers 1020. Il y a une datation très récente qui vient d'être fournie par des archéologues et dont les conclusions ont été données par la revue Nature, qui montre que c'est plus vers 1020 que vers l'an 1000 que l'installation a eu lieu. Ensuite, ces gens sont partis parce que Lucie l'a dit, sans doute c'était pas rentable. Aussi parce que on était en mauvaise compagnie. Pas loin, il y avait un certain nombre de peuplades amérindiennes que les Scandinaves ont appelées les Skrailingar, ça veut dire les moches, littéralement, hein, les laids, qui au départ étaient plutôt bien intentionnés vis-à-vis de nos Scandinaves, mais assez vite des conflits se sont développés et ça devenait trop dangereux. Et puis il y a aussi un problème de main-d'œuvre. Exploiter le Vinland, ça suppose de mobiliser une masse de personnes importante. Combien y a-t-il d'habitants au Groenland? Entre 500 et 1500, c'est assez peu. Donc cette opération non rentable a été abandonnée. Par contre, des annales islandaises plus tardives, du XIIIe, XIVe siècle, attestent l'existence de contacts maintenus et ponctuels avec pas forcément le Vinland, mais ce qu'on appelle le Markland, qui est un peu plus au nord, qui est une terre très boisée, où on devait aller chercher du bois dur, peut-être pour construire des bateaux, ou des éléments de charpente. Oui, l'installation n'a pas duré si longtemps que cela. Cependant, la mémoire de ces aventures, elle, a été toujours présente. J'allais dire perdurée, mais c'est pas vrai parce que c'est positif. Donc, a été conservée au moins jusqu'au 19e siècle, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Erik Gustav Geiger, le Viking. J'avais 15 ans. Un matin, debout sur la rive, j'aperçus un vaisseau. Il s'élança dans la baie comme une flèche. Mon âme tressaillit. Ma pensée s'enflamma. Je savais d'où venait ma fatigue. Je quittai ma mère et mes chèvres. Et le Viking m'emporta sur son vaisseau à travers l'océan. Le vent soufflait avec force dans les voiles, et nous fuyions sur le dos des vagues. La pointe des montagnes s'effaçait dans une teinte bleuâtre, et j'avais le cœur si joyeux et si ferme. Je portais dans ma main l'épée rouillée de mon père, et je jurais de conquérir un royaume au-delà de l'océan. Le poème Le Viking, dit par Alain Cuny, un poème d'Erik Gustav Geiger, poète suédois du 19e siècle. C'est la poésie suédoise sur France Culture en 1971. Stéphane Covio, vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Fénelon, l'auteur de La fin du monde viking. Chez Passé Composé, une maison d'édition qui a décidément la fibre viking. Dans cette histoire qui nous intéresse, la fin du monde viking, bien sûr, il y a une chronologie, nous l'entendons avec des étapes, mais la mémoire de ce monde viking est toujours très présente. Et c'est fascinant de voir combien ces navigateurs imprègnent aujourd'hui une identité scandinave sans doute, mais bien au-delà. Oui, c'est fascinant et ça revient à s'interroger qu'est-ce qui explique ça. Alors, peut-être d'ailleurs les Scandinaves du Moyen-Âge en sont les premiers responsables parce que les sagas dont on a parlé sont quand même une opération de sauvetage d'une mémoire. C'est un travail d'antiquaire, exactement d'ailleurs comme le travail de Snorri Sturluson qui compile les mythes et qui nous permet de les connaître. Ça a été décisif dans la construction d'une mémoire, alors évidemment avec des déformations, une insistance sur les faits d'armes, la violence, etc. Et puis il y a eu aussi un mouvement très important au XIXe siècle, vous venez de le montrer, qui accompagne l'essor des nationalismes. Et puisqu'on parle du Vinland aujourd'hui, on peut évoquer brièvement un certain nombre de manipulations assez connues visant au XIXe siècle à accréditer le fait que les Vikings ont, avec autant de guillemets que vous voulez bien, découvert l'Amérique. La plus célèbre, c'est ce qu'on appelle la pierre de Kensington, qui est découverte dans le Minnesota à la fin du 19e siècle. Un paysan d'origine suédoise, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de Suédois qui ont émigré du côté du Minnesota, découvre sous les racines d'un arbre une pierre tabulaire sur laquelle il y a une magnifique inscription en runes qui explique qu'il y a eu une opération d'exploration à partir du Vinland en 1362. Et voilà. C'est un faux. Sans doute le paysan l'a-t-il gravé lui-même. Il venait d'une région où on gravait encore les runes au 19e siècle. Évidemment, alors après ça donnait lieu à un débat entre spécialistes. Jusque dans les années 50, on s'est déchiré pour savoir si c'était une pierre
authentique ou pas. Maintenant, on sait que c'est un faux, mais pas un faux grossier, c'est un très beau faux en fait. C'est déjà un document historique en soi, désormais document historique. Lucie Malbos, au moment d'écrire une histoire de ce monde, alors scandinave, danois, etc., il y a toute une réflexion à avoir de l'écriture, c'est votre travail d'historienne, puis de la transmission de cette histoire où il faut déconstruire sans cesse toutes nos représentations, et puis au-delà même des représentations, ce que vient de dire Stéphane Covio, c'est les falsifications de l'histoire. Oui, l'historien travaille finalement comme l'archéologue. Il fait de la stratigraphie, il travaille par couches. Et donc notre travail, c'est aussi de déconstruire les différentes couches successives. Donc cette reconstruction des 12e, 13e, 14e siècles, qui elles-mêmes repartent sur des transmissions des 10e, 11e, et puis parfois des choses encore beaucoup plus anciennes. C'est ce que j'ai essayé de faire effectivement pour Harald. Et c'est un travail de fourmi, c'est un travail qui n'est pas toujours très très satisfaisant ou qui casse beaucoup de mythes, mais c'est aussi ce qui est très intéressant et c'est ce qui montre justement cette pérennité, cette volonté de transmettre et qui fait que les Vikings sont toujours aujourd'hui encore très présents. Et si dans la journée vous connectez vos écouteurs ou votre casque à votre téléphone en Bluetooth, vous penserez à Harald à la dent bleue ou Harald Bluetooth en anglais. Mais c'est lui, le Bluetooth ? C'est lui le Bluetooth, ou du moins c'est de lui qu'on tient le nom du Bluetooth. Les créateurs de ces moyens de connexion à distance se sont inspirés de ce viking roi chrétien. C'est le sous-titre de votre livre, Harald à la dent bleue. Ils ont beaucoup à nous apprendre, ces vikings. Bon, écoutez, nous apprenons beaucoup de choses en vous lisant. Alors, je rappelle, ce Harald à la dent bleue, Le Monde Viking, ça sont vos ouvrages, Lucie Malbos, et vous, Stéphane Covio, La fin du monde viking. Comme ça, avec vous deux, on a l'ensemble et la fin. Merci vivement de nous avoir présenté ces gens du Nord qui, pour certains, étaient vikings avec un V minuscule, comme on est commerçant ou artisan. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Les historiens peuvent-ils se fier aux chiffres de la criminalité ? Tous les ans, la publication des statistiques concernant la criminalité fait l'objet de virulentes polémiques. Le ministre de l'Intérieur les utilise pour montrer l'efficacité de son action, alors que l'opposition, surtout à droite et à l'extrême droite, s'en empare pour dénoncer le laxisme du gouvernement. C'est ce qui alimente les discussions sans fin sur la manière de définir ces délits, de les enregistrer et de les comptabiliser. Même si le débat est beaucoup plus feutré, ces divergences existent aussi dans le petit monde des historiens. Pendant longtemps, les comportements violents ont exercé une véritable fascination sur les spécialistes du XIXe siècle parce qu'ils disposaient d'une source apparemment incontestable, le compte général de l'administration de la justice criminelle. Depuis 1827 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, chaque année, le ministère de la Justice publiait une série de chiffres sur l'activité des tribunaux et la répression de la criminalité, données qui ne cessèrent de s'étoffer au cours du temps. Cette statistique criminelle était l'instrument d'une politique morale visant à stimuler le zèle des magistrats engagés dans la lutte contre le crime. Elle fut largement utilisée dans les projets visant à réformer la justice, notamment pour unifier l'application du droit national malgré les particularismes locaux et régionaux. Les progrès de la recherche ont conduit les historiens à prendre du recul par rapport à cette source officielle. Ils ont démontré qu'elle n'était pas un instrument fiable pour mesurer l'évolution de la criminalité réelle au cours du temps. Même si l'on ne prend en compte que les formes les plus graves et les plus incontestables de violence, celles qui concernent les homicides, force est de constater que le compte général de la justice nous renseigne davantage sur la répression que sur la réalité des assassinats commis dans le pays.
Plus généralement, quand on sait que la violence était une norme habituelle de règlement des conflits dans beaucoup de régions rurales jusqu'au début du XXe siècle, il est évident que les dépôts de plaintes en la matière étaient peu nombreux, ce qui conduisait à minimiser le nombre des actes violents dans les chiffres officiels. Une autre critique qui a été adressée à cette source, c'est qu'une telle statistique générale tendait à homogénéiser dans des catégories générales des réalités particulières qui pouvaient être très différentes selon le lieu et le moment. Voilà pourquoi la recherche sur l'histoire du crime a mobilisé des sources plus qualitatives, comme les plaintes déposées au parquet, les dossiers de procédure ou les chroniques judiciaires de la presse. Dans le même temps, l'histoire des représentations du crime et des finalités de la violence a pris le dessus sur la mesure de son intensité. Toutefois, les travaux les plus récents sur le sujet ont réhabilité la démarche quantitative en s'appuyant sur les sources primaires pour élaborer des bases de données qui fournissent des statistiques générales plus fiables et plus complètes que celles de l'époque. C'est ce qui a permis de renouveler la réflexion concernant le recul de la violence physique au XIXe siècle et ses raisons. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde et Margot Viel. Une émission dont la programmation, le choix des thèmes, des invités est réalisée par Mayouen Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.